plutôt une rencontre, comme on a l'habitude de le faire tous les ans ici à QC, et je remercie une fois de plus les organisateurs, les héritiers de la force et autres personnes de l'organisation pour nous permettre de vous rencontrer, venir à la rencontre des fans. C'est un peu la toute première fois que je fais une rencontre comme celle-ci, que vous avez une rencontre comme celle-ci, dans le cadre qu'on s'appelle le festival, d'une convention qui se nomme Génération Star Wars et Science-Fiction, sans qu'on ait beaucoup à parler de Star Wars, juste pour dire que Star Wars ne fera pas partie de cette conférence. Mais on va insister en l'occurrence et en revanche sur tout l'aspect science-fiction présente au catalogue Delcourt. Comme vous le savez, Delcourt a publié pendant de très longues années, voire plusieurs décades, plusieurs décennies, les comics Star Wars en France. C'est plus le cas maintenant depuis quelques années, puisque l'intégralité des bandes dessinées Star Wars sont publiées dorénavant par les éditions Panini, qui devraient être présents ici dans le coin, sauf s'ils sont en train d'aller chercher à manger. Mais enfin, Aurélien, que vous connaissez peut-être un petit peu, et Sophie vont nous rejoindre après. On reste quand même copains, il n'y a pas de souci. Donc on va parler de science-fiction, d'univers un peu de fantasy, d'univers fantastique, et puis de dark fantasy, parce que c'est ce qui constitue justement le cœur du catalogue que j'ai le plaisir d'animer depuis maintenant quelques années. Et pour parler de SF, on va la décliner en fait à travers plusieurs éléments de présentation, qui sont ce qu'on choisit d'appeler la hard SF. On verra ce que ça peut recouvrir, mais notamment le space opéra, parce que je suis absolument désolé de vous le dire, mais il n'y a pas que Star Wars dans la vie, hein, il y a plein d'autres choses aussi très intéressantes, et c'est ce qu'on va s'amuser à décliner ensemble. Quand on parle de SF, il y a aussi tout un courant de SF post-apocalyptique, et on ne fera pas que parler de Walking Dead justement dans ce cadre-là, on verra qu'il y a autre chose. Et puis la SF, elle se décline aussi dans un contexte un peu plus super-héroïque, on le verra, parce que ça peut tout à fait être un mélange de genres, justement, entre la science-fiction traditionnelle et le genre super-héros, et on verra qu'il y a pas mal de choses aussi qui existent dans ce registre-là. Donc je vous propose justement de partir d'abord sur la hard SF, comme on le disait, et de parler plus de space opéra et de science-fiction, dont les thématiques peuvent toucher à la politique. Alors quand on parle de politique, je ne parle pas forcément de politique politicienne française ou autre, mais la politique, c'est jamais qu'au final, la manière qu'ont les gens de pouvoir vivre ensemble. Et c'est un petit peu souvent les thèmes qui sont sous-jacents à la science-fiction traditionnelle. Et on a l'habitude de voir ces thèmes développés dans pas mal de séries. Et c'est le cas de Sillage, notamment. Qu'est-ce que c'est que cette série Sillage? Si vous ne la connaissez pas, si vous ne la lisez pas, c'est tout simplement un peu l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans Battlestar Galactica. C'est un grand convoi en fait spatial qui emmène différentes espèces, qu'elles soient humaines, humanoïdes ou pas, et qui vont en fait cohabiter et travailler ensemble. Donc ça, c'est purement des thèmes SF que l'on connaît. C'est le cas aussi d'univers un peu plus traditionnel, où il est question de héros humains dans un contexte spatial, avec les deux séries sœurs que sont Carmel McCallum et Travis. Il y a eu des crossovers, ce qu'on voit au milieu ici. Je passe assez vite pour ça, parce qu'on va s'intéresser plutôt à la partie comics ensuite. Aquablue, si vous êtes amateur de l'Avatar, je dirais que Aquablue, c'est un petit peu le précurseur de ça. À une certaine époque, les éditions de Delcourt ont même été un peu en bisbille, sans qu'on aille jusqu'au procès avec James Cameron à propos d'Avatar, justement, parce que les thématiques qui étaient initialement développées il y a maintenant plus d'une trentaine d'années dans Aquablue, on les retrouvait finalement dans Avatar, avec des personnages à la peau bleue, par exemple, qui ressemblaient étrangement à ce qui avait été initialement créé dans Aquablue. Voilà une belle série qui va d'ailleurs redémarrer sur un nouveau cycle avec Stéphane Louis au dessin au cours de l'année 2023. Plus spécifiquement lié au catalogue comics cette fois-ci, la hard SF, pour une des licences qu'on a choisi de développer au sein de ce catalogue, c'est Blade Runner. Et Blade Runner existe aujourd'hui sous forme de plusieurs trilogies. La première trilogie a été publiée l'année dernière et se tenait, comme son nom l'indique, en 2019. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans le même contexte que le film d'origine avec le film de Ridley Scott, avec Harrison Ford d'ailleurs au générique. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à une Blade Runner, à une de ces chasseuses de primes qui est au but et dans la mission et de retrouver des réplicants renégats, comme c'est le cas dans le film d'origine. Et on va suivre ses aventures de cette Blade Runner qui s'appelle H, et qui va vivre au cours de l'année 2019. Les auteurs, et l'un des co-auteurs, les scénaristes de cette série,
Johnson est d'ailleurs Michael Green et Johnson sont d'ailleurs un des co-scénaristes du film de Denis Villeneuve, de Blade Runner 2049. Il a collaboré directement à cette série, c'est ce qui en a fait notamment l'intérêt. Et ne s'arrêtons pas, je dirais, à 2019, il est allé aussi travailler sur une saga qui est en cours de publication à l'heure actuelle, qui s'appelle Blade Runner 2029 cette fois-ci. 2 volumes sont parus, un 3e arrivera en fin d'année, donc je vous présente la 2 premières, la couverture. Et Blade Runner 2029 devrait être suivi par Blade Runner 2039, ce qui en toute logique nous permettra d'arriver à Blade Runner 2049, le film de Denis Villeneuve cette fois-ci, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec Ryan Gosling et à nouveau avec Harrison Ford. Mais voilà, on est typiquement dans des registres de SF bien connus maintenant, et qui sont déclinés de manière assez qualitative à travers cette saga Blade Runner qui mérite vraiment le détour, parce qu'elle est, qui plus est, au-delà de l'équipe scénaristique, elle est tenue par une seule et même équipe artistique aussi d'un bout à l'autre, donc il y a une vraie cohérence, une vraie unité sur l'ensemble de la série. Très bien écrite, très bien dessinée. Bref, je peux que vous encourager à aller lire cette série. C'est pas grave, allez la voler, c'est pas un problème, lisez-la. Ah bah tiens, on revient à Avatar tout à l'heure. Bah oui, parce que bon, les petits soucis, les petits ennuis entre Delcourt et James Cameron sont aujourd'hui terminés. Et on aura le plaisir de pouvoir présenter en toute fin de l'année, au moment de la sortie du film, enfin, un film qui a été reporté de maintes reprises. On le sait maintenant, j'ai même plus le nombre de reports qu'on doit compter sur la sortie de Avatar 2. Mais en l'occurrence, il est censé normalement sortir en début de mois de décembre ou fin novembre de l'année 2022 au cinéma. Enfin, le retour de cet univers assez magique créé par Cameron avec Avatar. Ça sera le destin de Tsu'tey. Ça c'est la couverture qu'on a sélectionnée justement pour cet album. Et c'est un album dans lequel on va retrouver des personnes qui ne vous sont pas inconnues si vous êtes fan des comics Star Wars, puisque c'est un album qui va être dessiné à la fois par Yann Bursema, qu'on avait rencontré sur Clone Wars, qu'on avait rencontré sur Legacy, sur la Genèse des Jedi, en tant que dessinatrice. Une dessinatrice, ça fait plus de 10 ans qu'on cherche à la faire venir à QC, et puis ça s'est jamais bien goupillé malheureusement. Alors peut-être que pour Avatar on y parviendra, on verra ce que ça va donner. Et puis Dadou Bouetley, qui lui a répondu à notre invitation déjà 2 reprises pour venir en France. Une fois ici sur QC, c'était vraiment superbe, et puis une autre fois il était allé sur Chambéry. Bref, c'est un dessinateur canadien qui est habitué effectivement à ces univers de licence, puisqu'il a vraiment brillé, et probablement, moi à titre personnel, je dirais que ces deux dessinateurs tristes sont mes préférés à titre personnel sur l'univers de la saga Star Wars. Doug en particulier a travaillé sur une série qui s'appelle Dark Times, qui est probablement la meilleure à ce jour qui a été produite. Et Doug a aussi travaillé sur une partie du dessin de cet album Avatar, qui n'est pas vraiment un tome 1, c'est un gros one-shot qui va faire pas loin de 192 pages, je crois, en tout, avec un récit complet. Voilà, et qui se situe dans la chronologie du premier film Avatar, d'accord, à travers des récits, ce qu'on appelle des untold tales en fait, des récits qui n'ont pas été explorés. Donc Avatar, voilà, ça fait partie aussi en plus de Blade Runner de ce qu'on va pouvoir découvrir au catalogue prochainement. On reste dans la SF, cette fois-ci en restant entre guillemets sur Terre, avec la réédition cette année de 2 œuvres majeures d'un auteur qui malheureusement a disparu il y a maintenant quelques années, un jeune auteur qui a disparu beaucoup trop tôt. Il n'avait pas encore la quarantaine d'années lorsqu'il a été embarqué par un cancer. C'est Michael Turner. Michael Turner avait produit une série Fathom où on va découvrir effectivement un peuple aquatique auquel appartient le personnage principal. On vient de ressortir une intégrale là, très récemment de Fathom qui sera suivie en juin prochain d'une intégrale de Soulfire qui est la toute dernière œuvre sur laquelle Turner a travaillé. Pour rappel, Michael Turner, c'était aussi le co-créateur de Witchblade, un personnage que vous connaissez si vous lisez les comics depuis les années 90 et qui était un personnage de fer de lance de tout le catalogue Image au début des années 90. La SF, au-delà de la hard SF, elle se décline, on l'a évoqué tout à l'heure, en SF post-apocalyptique, je vais y arriver. Et bien sûr, c'est une tendance lourde de survivalisme, entre guillemets, dans des univers post-apocalyptiques qu'on retrouve dans toute la pop culture et en particulier en bande dessinée. C'est pas une tendance nouvelle,
Là, j'inscris juste à titre d'exemple quelques anciennes séries qui touchent effectivement à ce registre-là, que ce soit Simon du Fleuve, créé par Auclair, ou que ce soit Jeremiah, créé par Herman, il y a maintenant plus d'une trentaine d'années. On travaillait déjà sur ces univers un peu en décomposition, et puis dans laquelle effectivement des humains tentaient de reconstruire soit un semblant de société, et quand je parlais de politique tout à l'heure, on en est là en fait, avec des sociétés qui se reconstituent, qui essayent de retrouver un petit peu leurs repères, leurs bases. Et c'est ce qui se passait déjà dans ces séries de bande dessinée franco-belges traditionnelles. Et puis on a eu d'autres approches qui ont été proposées ces dernières années. C'est le cas d'une série qui s'appelle Solo, qui est une série anthropomorphique dans laquelle on trouve des animaux, des chats, des chiens, en fait, au comportement étrangement humain et étrangement et violemment humain aussi. Et Solo, qui est une série créée en Espagne par Oscar Martin, qui n'est pas un auteur très jeune en fait, c'est un auteur qui a maintenant une bonne soixantaine d'années passées, et qui propose justement de voir comment vont pouvoir survivre ces personnages plus humains que parfois par leur réaction que certains humains, qui sont pourtant de forme animale, dans cet univers, donc, qui s'appelle Solo, et c'est la série principale, on le voit ici, est déclinée aujourd'hui en deux autres séries spin-off. L'une qui s'appelle Chemin tracé, avec un tome 2 à venir fin 2022, début 2023, et Solo Alpha, qui est un gros one-shot récemment publié. On reste dans le royaume des petits animaux, parce que ça c'est une série que j'ai tendance à vouloir. C'est vraiment un gros coup de cœur en ce qui me concerne. C'est une série qui est pas connue, qu'on n'a pas vu venir entre guillemets, parce qu'elle a été uniquement publiée aux États-Unis sous forme d'un financement participatif. C'est un Kickstarter qui a été lancé par son créateur, qui s'appelle Max Smith. Max Smith est un animateur, un mec qui bosse dans l'animation depuis maintenant pas mal d'années, et qui a décidé que l'animation c'était bien, mais que la bande dessinée c'était pas mal du tout non plus, et qui a mis tout son talent au service de cette série qui s'appelle Scurry, qui est une trilogie, dont le tome 3 va être publié d'ici le mois de juin. Voilà, donc on aura sur moins d'une année, on sera parvenu à publier effectivement les 3 albums qui constituent cette première trilogie. Pourquoi première trilogie? Parce que de façon succès qu'a rencontré cette série, à la fois dans sa publication aux États-Unis avec le Kickstarter et le financement participatif qu'il a lancé, mais aussi en France, où on se rend compte qu'il y a énormément de coups de cœur de libraires et que chaque lecteur qui découvre cet univers vraiment merveilleux, que je vous encourage à découvrir, tombe amoureux en fait de ces petites souris. Et là on va suivre effectivement à hauteur, la caméra se passe à hauteur des souris, dans un monde où les humains ont complètement disparu, et elles vont tenter elles aussi de quoi faire, de trouver de la bouffe, très clairement. Donc on va trouver des groupes d'animaux, les antagonistes, des loups, on va trouver des chiens, on va trouver pas mal d'oiseaux de proie qui sont là pour bien sûr aller bouffer nos petites souris. Et on va suivre ça. Alors si vous êtes amateur de Bernard et Bianca, des univers Disney avec des paillettes partout, il faut un peu oublier, c'est pas vraiment ça. On est vraiment dans un univers qui est extrêmement violent, entre guillemets, mais dont la douceur du trait permet d'accepter les choses, et c'est vraiment même un récit que je recommande pour des jeunes lecteurs, en fait. À partir de 10 ans, il n'y a pas de souci, on peut découvrir, c'est pas gore, il n'y a pas de séances qui sont... Il y a des, un peu comme dans les contes, en fait, dans les fables, il y a des séquences qui sont violentes parce qu'on imagine effectivement ce qui peut parvenir, ce qui peut survenir, quel destin que vont connaître nos petites souris. Mais c'est pas gore, c'est pas du spawn entre guillemets qui vous est proposé ici. Et Scurry est vraiment superbe. Alors je me suis permis de vous présenter quelques cases pour vous donner effectivement la beauté en fait du travail du dessin qui est réalisé entièrement numériquement par Max Smith. Les images parlent d'elles-mêmes en fait. Et vraiment Scurry est une série que je vous recommande. Les toutes dernières informations qu'on a, c'est qu'il va se remettre au boulot très vite sur une autre trilogie qui ne mettra pas forcément en scène les mêmes animaux, les mêmes personnages d'origine, mais qui va se situer dans ce même monde un peu post-apocalyptique. Donc vraiment super. Je suis tombé complètement en amour de ce boulot et je suis vraiment ravi de le faire découvrir et de le pousser dès que je peux parce que c'est une série qui est vraiment recommandée. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont découverte ou qui la connaissent, mais voilà, si c'est le cas, vous comprenez ce que je peux vouloir dire. C'est vraiment une série tout public qui est fortement recommandée par la qualité de sa réalisation. Voilà, encore le travail de Max Smith sur Scurry. Ça, vous connaissez peut-être déjà, parce qu'il y a déjà une première édition qui remonte à maintenant une bonne dizaine d'années de l'adaptation de ce roman phare et très connu de Stephen King, qui s'appelle The Stand en anglais, Fléau en français. Et on a décidé récemment que c'était le moment, face à la pandémie,
de parler, de rééditer cette série qui parle d'une énorme grippe qui saisit, qui s'abat sur le monde et qui va décimer plus de 90% de la population humaine, parce qu'on s'est dit qu'il fallait un peu changer de sujet. Alors, bref, on était en plein dans le sujet pandémique, bien sûr, mais sincèrement, adapter du Stephen King avec ce niveau de qualité, c'était un vrai bonheur, et pouvoir la rééditer aujourd'hui, ça c'est complètement magique. Donc là, à ce jour, un tome paru, le deuxième qui arrive dans quelques semaines, et puis en avant-première, puisque là on est à QC, c'est l'occasion aussi de vous présenter en avant-première l'intégralité des couvertures qui ont été préparées pour les 6 tomes de cette série, qui sont donc dans son intégralité proposées en 6 volumes, et dans un format légèrement différent de la première publication, puisque c'était des albums format franco-belge. Là, on est sur un format plus proche du format comics, entre les deux, je veux dire, entre un format comics traditionnel et la BD franco-belge. Donc des très très beaux albums qui font chacun entre 160 et 192 pages, et qui sont de découpage impeccable, et travail de couverture de Lee Bermejo en particulier, quand on est sur ses travaux sur Batman, par exemple, ou ce genre de choses. Et des pages intermédiaires de Mike Perkins, qui est un auteur anglais qui a fait un travail extraordinaire là-dessus, sur cette série. Alors, Robert Kirkman, c'est un nom qu'on connaît aussi, si on s'intéresse un peu à la pop culture et aux comics, puisque c'est bien sûr le co-créateur, enfin le créateur de Walking Dead, mais pas que. Voilà. Robert, il est aussi avec Lorenzo De Felici, le créateur de Oblivion Song, qui est une série qui sera complétée en 6 volumes. Ça suit quelques couvertures qu'on vous a présentées, notamment la couverture du 5 qui sort très prochainement. Et en l'occurrence, cette série, elle va être adaptée au cinéma par un monsieur qui s'appelle Jack Gyllenhaal, qu'on va produire et qui va jouer le rôle principal aussi. Donc on va avoir une très belle adaptation cinématographique mise en avant prochainement de tout cet univers, où on est dans un univers post-apocalyptique, mais dans lequel le personnage principal va traverser des dimensions et se retrouver justement dans un univers post-apocalyptique. Donc très beau travail de design et de travail notamment sur les couleurs, dont c'est le premier métier. Lorenzo De Felici est un auteur italien, mais qui est avant tout un coloriste, en plus d'être un dessinateur de génie. Et voilà, très belle série, mais qui ne vous engage pas non plus sur 25 tomes, puisque Oblivion Song, c'est 6 volumes en tout, au final, qui constitueront son contenu. Beaucoup plus récemment, on a proposé c'est le début de cette nouvelle série qui existera en 3 tomes, qui s'appelle Noctera, et qui est une création à la fois de Scott Snyder et de Tony Daniel. Là aussi, les amateurs de comics connaissent ces deux noms. Le premier plus particulièrement parce que c'est l'auteur de La Cour des Hiboux, une saga Batman qui est apparue il y a maintenant 7-8 ans, et qui a un peu réveillé le personnage Batman chez DC Comics. Et Tony Daniel, qui lui a travaillé sur du Spawn il y a très longtemps, sur The Tenth, et qui, ces dernières années, avait aussi travaillé en collaboration avec Scott Snyder sur le personnage de Batman. Et ensemble, ils ont créé leur propre série, parce que comme vous le savez, l'ensemble de ces séries que je suis en train de vous présenter ici, à l'exception justement de Avatar, j'ai commencé par ça, et de Blade Runner, il y a très peu de licences. C'était le cas bien sûr avec Star Wars, qui est une grosse licence qu'on achète à Disney. L'ensemble des autres titres que je vous présente ici, sont des titres dont les droits appartiennent aux auteurs. Et moi ça me tient énormément à cœur de travailler et de développer un catalogue où chaque album qu'on va vendre aujourd'hui va permettre que les royalties n'aillent pas à des multinationales de divertissement comme Disney ou comme Warner, mais aillent au contraire aux auteurs eux-mêmes qui créent effectivement leur propre série. Et c'est le cas ici de Scott Snyder et Tony Daniel sur Noctera, donc une trilogie à venir qui explore, je dirais, un peu un fantasme, une crainte fondamentale, personnelle de Scott Snyder, qui a toujours eu peur du noir, entre guillemets, et des monstres cachés sous le lit. Et là, il imagine un monde post-apocalyptique qui est envahi par les ténèbres, et dans lequel seule la lumière, même si elle est artificielle, parvient à repousser les monstres. Donc ça fait penser un petit peu à des cauchemars d'enfance. Et lui, il l'a transcrit effectivement sur un monde un peu terrifiant comme ça, qui s'appelle Noctera. Et on va suivre un personnage principal, qui est un personnage féminin, très intéressant. Le parcours de ce personnage va nous permettre de découvrir cet univers dans lequel il s'agit aussi de survivre face à une situation inhabituelle, et en l'occurrence face aux ténèbres. Tiens, on retrouve Scott Snyder en tant que co-scénariste avec Charles Soule et du dessinateur italien Giuseppe Camuncoli, Undiscovered Country. Alors là, on est dans un registre qui touche à la fois je dirais au post-apocalyptique et puis aux dimensions politiques qu'on évoquait tout à l'heure.
puisqu'ils sont partis du principe que, un peu comme l'avait évoqué un certain Donald Trump il y a quelques années, les États-Unis ont construit un grand mur autour de leurs frontières, il y a maintenant un peu plus de 30 ans, se sont enfermés complètement et se sont coupés du reste du monde, et plus personne n'a accès en fait à ce qui se passe sur le territoire des États-Unis. Voilà, ça c'est le point de départ, c'est le point de démarrage de cette série. Et ce qui est passionnant, c'est que pendant 30 ans, en fait, toutes les autres nations ont cherché à rentrer en communication avec les gens à l'intérieur, mais toutes les missions qui ont été envoyées pour tenter de savoir ce qui se passait à l'intérieur de ce territoire ont disparu, on n'a plus jamais entendu parler d'elles. Donc gros mystère. Et au bout de 30 ans, le monde doit faire face à une pandémie, et malheureusement, la seule solution scientifique qui semble exister, elle réside sur le territoire, anciennement le territoire des États-Unis. Ça met en valeur ce titre de Undiscovered Country. Alors, c'est le pays qui n'est pas encore découvert, en fait, le pays caché. Et bien, il y a une mission qui est envoyée, qui va devoir, et qu'on va suivre dans le cadre de cette série, et qui va devoir rentrer sur le territoire américain, un territoire complètement chamboulé. On est entre Mad Max et un univers complètement de fantasy où des monstres ont muté. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est finalement pas le plus intéressant, parce que le plus intéressant, c'est de suivre comment ces personnages vont parvenir à survivre dans un univers absolument effrayant, et puis de voir comment se sont réorganisés ces États-Unis, entre guillemets, qu'on pourrait plutôt qualifier d'État désunis. C'est une série en 5 tomes, le 3e est en préparation, et les 2 autres seront publiés en 2023. Ah, bah ça c'est un gros coup de cœur. C'est un gros coup de cœur qui va arriver au mois d'octobre en France au catalogue. C'est le premier tome d'une série qui s'intitule Ultra Mega et où il est question de kaiju. Alors les kaiju, c'est ces gros monstres qu'on a pu découvrir notamment dans Pacific Rim, où bien sûr les mangas du même nom. Les kaiju, c'est des gros monstres, un peu à la Godzilla aussi, qui détruisent les villes. Et l'auteur, James Harren, qui était scénariste et dessinateur de cette série, a imaginé effectivement un virus extraterrestre qui transforme les gens normaux en kaiju. Et bien sûr, ces kaiju perdent complètement toute notion de ce qui doit se passer et se mettent à détruire absolument tout. Les villes sont rasées, si ce n'est que les humains parviennent à trouver une parade. Et cette parade, c'est d'injecter effectivement ce virus à un certain nombre de personnes qui, une fois regroupées, vont se transformer en Ultra Mega, qui va être le défenseur, effectivement, le seul mec capable de défoncer la figure des kaiju devenus un peu fous. Si on s'en tenait à ça, on aura juste une énorme série qui part de baston, d'accord ? On voit des villes détruites, c'est bien, c'est joli, ça fait plaisir visuellement, mais ça va pas très très loin non plus. Là où cette série devient particulièrement intéressante, c'est qu'on ne va pas s'intéresser seulement justement à ces combats. Ça, je dirais qu'en gros, c'est le premier épisode. Et que se passe-t-il après, en fait, lorsqu'on est face à un monde qui a été en partie détruit, où on est quand même obligé de faire en sorte que ce virus kaiju est encore présent, mais on essaie de le juguler. Que devient la société une fois qu'elle a dû faire face à des problématiques, à des antagonismes de cet ordre-là? Et c'est ça que va explorer James Harren et qui fait tout l'intérêt de cette série. Parce que dans Ultra Mega, on va se rendre compte par exemple que les kaiju, les monstres extraterrestres qui sont venus infecter les humains, vont faire l'objet par exemple d'un culte presque religieux. Certaines personnes vont les déifier, un peu comme si c'était des dieux. Et puis d'autres, bien sûr, vont tenter de survivre en s'éloignant des centres urbains, par exemple. Bref, on a des thématiques qui remuent un petit peu des questions, qui mettent en place des questions qui sont vraiment beaucoup plus intéressantes que les simples combats pour monstres, qui peuvent faire plaisir, encore une fois, visuellement, mais si on va un peu plus loin dans la réflexion, là, on a affaire à une série qui vient un petit peu titiller nos papilles mentales, et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et James Harren, c'est un auteur qui est vraiment en pleine explosion. Il a travaillé notamment en collaboration avec Mike Mignola sur une série qui s'appelle BPRD auparavant. Et là, on découvre que c'est un auteur complet, vraiment, qui est en devenir et qu'il va s'agir de suivre prochainement. Ultra Mega, tome 1 de cette série à suivre en octobre prochain. Ouais, c'était un petit peu difficile de parler de SF post-apocalyptique sans évoquer tout de même Walking Dead, parce que même si la série BD, elle, est terminée, même si la série télé et les séries télé sont en phase de s'arrêter, il y a quand même un peu une actualité. Alors bien sûr, vous connaissez ou pas, mais si vous ne connaissez pas, c'est que vous avez habité sur notre planète pop culture depuis quelques temps. Mais là, si vous êtes ici, c'est quand même que la pop culture vous intéresse. Et la saga Walking Dead, bien sûr, c'est une saga qui parle non pas seulement, comme je l'ai écrit ici, d'invasion zombie, mais surtout de survivalisme dans un monde
où les humains sont confrontés à une situation exceptionnelle, et en l'occurrence, effectivement, une situation où la majorité des gens sont transformés en mangeurs de chair. Ça, c'est un petit peu un visuel de l'ensemble de ce qui existe aujourd'hui sur cette saga. C'est plus d'une trentaine d'albums qui existent sur Walking Dead. Ça reste quelque chose qui est très très vivace aujourd'hui commercialement, j'en suis ravi. Et puis le phénomène s'est installé, décliné en série télé, on voit ici, en jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, justement, mettait en scène un personnage principal qui s'appelle Clémentine, qui est une jeune ado. Et ce personnage va revenir à partir de 2023 dans le cadre d'une trilogie écrite et dessinée par Tillie Walden, qui est une jeune autrice américaine qui a travaillé sur des romans graphiques jusqu'à maintenant. Et donc il y aura une petite suite effectivement donnée aux aventures de Clémentine Walking Dead, apparaître en 2023. Et ça, c'est un florilège de couvertures qui vont probablement accompagner les sorties de cette trilogie. Et puis bien sûr, je l'évoquais avec le troisième pan de ce que peut être la science-fiction avec le genre super-héroïque, et où on trouve effectivement un mélange de genres, souvent entre science-fiction et super-héros. On parlait de transition facile, on parlait de... Un petit peu voir. On parlait de Robert Kirkman tout à l'heure, puisque c'est le co-créateur de Walking Dead. Et en l'occurrence, c'est aussi le co-créateur de Invincible, qui est une série que soit vous connaissez par l'intermédiaire de la bande dessinée, parce qu'elle est quand même présente depuis maintenant pas loin d'une vingtaine d'années, à travers ses différentes itérations éditoriales, d'abord aux éditions Sémic, et puis ensuite chez Delcourt. Et puis on a, il y a maintenant un an et demi, décidé de travailler sur une réédition dans un format un peu plus prestigieux des aventures d'Invincible. Ça sera en gros 12 volumes à la forte pagination, à peu près 300 pages chacun. Et puis on a eu énormément de chance puisque l'adaptation en version dessin animé d'Invincible sur Prime Video est vraiment de très grande qualité, donc avec une première saison qui existe, une signature qui a suffisamment de succès rencontré pour qu'une saison 2 et 3 ait été validée. On est un peu déçus parce que la saison 2 n'arrive pas assez vite, tous, mais d'après ce que l'on sait, les acteurs aux États-Unis ont commencé le doublage très récemment de la saison 2, donc elle existe, elle est en cours. Et puis nous, ça va nous permettre de continuer à décliner l'ensemble des 12 volumes de cette intégrale Invincible qui est, j'ai pas peur de le dire, la meilleure série de super-héros, tout confondu. Ça écrase Marvel et DC, je suis désolé, Sophie, pas de bol, on parle d'Invincible et c'est une série qui s'est autoproclamée, j'ai un petit sourire en disant ça, mais qui s'est autoproclamée la meilleure série du monde dans le genre super-héros. Ça, c'était le jeu de Robert Kirkman de faire ça. Donc ça reste effectivement une valeur sûre. Et pourquoi je mêle les genres? Parce qu'on pourrait dire qu'Invincible n'est qu'une série de super-héros traditionnels, parce qu'il y a énormément de références pop culture et à la SF dedans, puisque en l'occurrence, notre personnage principal, Invincible, son papa est un extraterrestre, un petit peu un Superman, un petit peu comme Superman qui vient de Krypton. Et effectivement, il y a beaucoup d'aventures qui se passent dans l'espace. Donc c'est à la fois un soap opéra, comme le sont souvent les séries de super-héros, mais aussi un space opéra, parce qu'il y a beaucoup de récits qui s'effectuent dans le cadre de l'espace humain. Et Invincible, c'est pas une seule série, c'est en fait un ensemble d'univers, c'est un univers complet en fait qu'a développé Robert Kirkman. Et récemment, on a sorti par exemple Brit, qui est une série, un spin-off tout simplement d'Invincible. Et on aura droit aussi au format intégral, aux Gardiens du Globe, ou à Tech Jacket, ou encore à d'autres récits qui sont des récits qui sont développés en parallèle et qui mettent en scène également Invincible. Ça, c'est la petite nouveauté à venir d'ici quelques semaines, puisque le tome 1 sort courant mai. Ça s'appelle Radiant Black, et c'est quelque chose qui m'a vraiment enchanté en le découvrant aux États-Unis, donc on en a acquis les droits. Et puis pour la présenter, le meilleur pitch que j'ai pu trouver, c'est ce qu'en dit Robert Kirkman lui-même, justement, le créateur d'Invincible, puisque la série Invincible elle est terminée. Et Robert dit de cette série qu'elle est exactement ce qu'il faut à tous les lecteurs qui sont en manque d'Invincible. Donc si vous aimez Invincible, faites l'essai avec Radiant Black, et je pense que vous retrouverez un petit peu ce qui vous a plu justement dans Invincible au sein de cette série, puisque à l'instar un peu d'un Green Lantern, entre guillemets, le personnage principal va acquérir des pouvoirs extraterrestres qui vont lui donner effectivement une force
et des pouvoirs extraordinaires. Bon, la différence de Green Lantern, c'est que là, les gens qui lui ont filé son pouvoir l'ont un petit peu fait par accident, et ils ont envie de récupérer le pouvoir qu'ils ont filé à ce jeune garçon qui en fait un peu n'importe quoi. Et puis bien sûr, c'est là où, comme on dit vulgairement en anglais, c'est là où the shit hits the fan, donc c'est le moment en fait où tout commence à partir un peu en quenouille, et c'est ce qui rend la série justement intéressante, parce qu'on va pas seulement être dans des combats de super-héros traditionnels, mais on a un angle d'attaque qui est un petit peu différent et très intéressant. Radiant Black, créé par Kyle Higgins et Marcelo Costa, que je vous recommande chaudement dès le mois de mai, si vous êtes en manque vous aussi d'Invincible. Ça a été notre cas, donc on est allé chercher Radiant Black. Et puis oui, alors il est où mon sac? Ah oui, je vous montre un truc. Ah oui, parce que si on parle de science-fiction, de dark fantasy et de super-héros, ben, il est un petit peu difficile de passer à côté de cette icône de la bande dessinée américaine, des comics de super-héros et de super-héros de SF, qui s'appelle Spawn, qui a été créé en 1992 par Todd McFarlane, lorsqu'il a quitté en compagnie de ses camarades Marvel pour aller créer Image Comics. Et le personnage phare de Todd McFarlane, c'est Spawn, et aujourd'hui on fête en 2022 le 30e anniversaire de Spawn. Et à cette occasion, on a réalisé, donc vous avez ici la couverture sur la gauche que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est un vrai livre, hein, c'est pas un truc qu'on a maquillé pour la cause. On a un vrai livre dont je suis particulièrement fier parce que c'est un bouquin qui n'existe pas du tout sous cette forme aux États-Unis. Et Todd nous a accordé beaucoup de confiance en nous laissant travailler et en faisant faire ce qu'on veut. Et on a sur ce Spawn 30e anniversaire l'intégralité des 15 premiers épisodes qu'il a entièrement dessinés, y compris ceux qui sont écrits par Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Sim, Frank Miller, excusez du peu. Bref, le gratin de la bande dessinée américaine depuis maintenant une trentaine d'années, qui sont venus filer un petit coup de main au départ scénaristiquement parlant à Todd McFarlane sur Spawn. Et je suis particulièrement heureux, fier d'avoir pu mener à bien ce projet. Qu'on a pu compléter, ces 15 premiers épisodes, ils sont aussi complétés par un épisode, c'est le numéro 1, l'épisode de Spawn numéro 1, mais en director's cut. C'est-à-dire que chaque panel est analysé, commenté par Todd McFarlane lui-même, reproduction de l'ensemble des pages initiales en noir et blanc de Spawn dans leur jus, puisqu'il a gardé tous ses originaux. Et en plus, les tout premiers crowbars qu'il a réalisés de Spawn quand il avait 15-16 ans sont également présents dans ce bouquin, ainsi qu'une préface qu'il a écrite spécialement pour l'édition française. Bref, on a un objet collector qui est là, digne de la célébration qu'on peut avoir d'un personnage qui est devenu aussi iconique en 30 ans. Petit passage par le cinéma qu'on peut considérer, qu'on peut oublier pour l'instant, puisqu'il date de 95, quelques années après la création du personnage, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 95, on n'avait pas accès aux outils d'effets spéciaux que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et si vous suivez un petit peu l'actualité sur les sites internet spécialisés, il est possible qu'on ait une annonce assez intéressante à dévoiler après le Festival de San Diego, au mois de juillet prochain, et qui entoure effectivement l'adaptation cinématographique de Spawn, une nouvelle, au même titre que l'ensemble des films de super-héros qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc Spawn, grosse actualité, avec notamment des rééditions aussi d'intégrales autour de ça. L'univers de Spawn qui est en pleine expansion, puisque à l'occasion du 30e anniversaire, aux États-Unis, notre ami Todd McFarlane, il a décidé qu'il était l'heure de présenter d'autres séries de Spawn. Donc nous, on poursuit la série principale, de toute façon en France, qui s'appelle Spawn Renaissance. Ça, c'est une réédition des Spawn normaux, entre guillemets, des archives, qui permettent d'avoir l'intégralité de la série disponible en français. Et puis, on va, au cours du second semestre, choisir d'adapter justement ces 3 nouvelles séries spin-off de Spawn que présente McFarlane. La première s'appelle King Spawn, la deuxième s'appelle Gunslinger, la troisième s'appelle The Scorched, sous-titré Les Squads Infernales, c'est un programme. Et en fait, ce qu'on a le plaisir de vous présenter, c'est une espèce de fresque qui représente les 3 couvertures de ces 3 tomes 1 qui vont respectivement être publiés en septembre, novembre et janvier 2023. Bref, l'univers de Spawn également en version française et en pleine expansion. Dans la foulée de ce 30e anniversaire, dans la foulée de l'édition française bien sûr de la série régulière, mais aussi l'ensemble de ces autres séries à venir qui sont vraiment extraordinaires et qui donnent un nouvel éclairage à cet univers science-fictionnesque, dark fantasy,
que l'on connaît bien, et avec toujours cette touche de super-héros horrifique, comme a su créer McFarlane depuis 92. Voilà. Donc, si vous voulez venir le feuilleter, je l'aurai sur l'espace Camino avec moi, pour que vous le puissiez l'apprécier. Et on a même fait une édition variante avec un éditeur qui s'appelle Original Comics, qui a été proposé à 300 exemplaires, et il a vendu les 300 exemplaires en 24 heures. Voilà. Donc on est super content parce qu'il semblerait qu'il y ait un public qui continue à s'intéresser aux aventures de notre suppôt de l'enfer. Et puis le petit cadeau, c'était pour terminer, enfin on a même commencé avec ça, puisque vous trouvez sur vos chaises, n'hésitez pas à les embarquer, à en prendre. J'en ai d'autres aussi pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, donc si vous voulez les récupérer, il n'y a absolument aucun problème. C'est fait pour. C'est un petit clin d'œil, c'est une déclinaison de Spawn dans un registre un peu plus parodique en fait, où Todd McFarlane lui-même s'auto-parodie. Et puis c'est une manière de présenter le personnage sous un angle qui est tout sympa. Et voilà. De mon côté, je pense en avoir à peu près terminé avec la présentation elle-même. Et puis je voudrais vous remercier bien sûr pour votre attention. Et puis je suis prêt à répondre à l'ensemble de vos questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, je vais vous souhaiter un bon appétit, parce que moi je commence à avoir les pros aussi. Allez-y, je suis à votre disposition si vous voulez poser toutes les questions sur ce que j'ai parlé dans le programme, ou même des choses dont je n'ai pas parlé justement. Eh bien merci.